Dodonpachi de Cave est souvent cité comme le fondateur du genre, mais les connaisseurs lui trouvent tout de même des antécédents. Alors le premier du genre c'était... C'était quoi déjà? Attendez, je l'adorais ce jeu. Bon, ça va me revenir. Ah, ça y est, je me souviens. C'était Battle Garegga, oui, le tout premier. C'était un jeu avec énormément de projectiles à l'écran. C'était vraiment tentant. Un vrai challenge pour l'amateur. Nous aussi, on était vraiment tentés de développer un Danmaku avec plein de balles à l'écran. Mais on était très inquiets de l'accueil du public. Alors, on a laissé tomber l'idée. Mais quand on a vu que Garegga était un succès, on s'est dit... Il n'y a pas de raison. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça. Le résultat, c'est donc le fameux Dodonpachi, un des plus gros succès de Cave. Je vais vous dire pourquoi c'était génial. En fait, quand vous voyez autant de projectiles, vous vous dites, c'est un jeu difficile, n'est-ce pas? Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Moi aussi, je pensais que c'était trop dur pour moi. Je ne pensais même pas tenir 10 secondes. Mais j'ai quand même essayé. Et là, j'ai réussi à jouer assez longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projectiles, mais ils sont relativement lents, ce qui permet d'esquiver si on est suffisamment concentré. Et puis il y a aussi le masque de collision, qui est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en voyant le vaisseau. Le masque de collision, c'est la partie du vaisseau qui est vulnérable en cas de contact avec les projectiles ennemis. Cela veut dire que même si une balle touche le vaisseau, il ne se passera rien pour peu que le masque de collision soit suffisamment serré. Dans certains shootings, les projectiles ennemis ont aussi un masque de collision réduit, ce qui permet de passer là où il n'y a visiblement aucune chance. Et c'est surtout ça, la grosse nouveauté gameplay des Danmaku. Avant, dans un shooting, le masque de collision correspondait à peu près à la taille visible du vaisseau à l'écran. Le résultat, c'est qu'à l'écran, on a l'air meilleur que ce qu'on est réellement. Et c'est kiffant de se dire que malgré la déferlante de projectiles, malgré l'enfer qui se déchaîne autour de nous, on arrive à survivre et à se battre. Voilà, c'est ça le plaisir de jouer à Dodonpachi. Dodonpachi est donc né dans les studios de développement de Cave, un éditeur qui s'est spécialisé exclusivement dans la production de Danmaku Shooting. Cave est une entreprise aux multiples activités. Outre les jeux d'arcade, ils produisent des jeux pour mobile et même des bijoux et des accessoires de mode. Alors, tout au fond, là, vous voyez les bornes alignées, c'est le département qui développe sur arcade. Les moniteurs sont posés sur le côté pour pouvoir tester les jeux en développement, comme ici, avec Ibara. On cherchait comment faire pour garder notre game system et pour augmenter le plaisir d'esquiver les balles, en changeant uniquement notre façon de montrer les choses. On a trouvé ça un peu par hasard. C'était si simple. En réduisant le masque de collision, le vaisseau se faisait toucher moins facilement. Et c'est comme ça qu'a commencé le règne de Cave sur le monde des Danmaku. Chaque jeu qui suivra apportera finalement peu d'évolution, mais proposera toujours un challenge renouvelé. Le changement le plus radical se trouve être du côté visuel. Chaque titre ne ressemble à aucun autre et propose une identité graphique très caractéristique. On remarque une constante, Cave développe uniquement des Danmaku à scrolling vertical, à une exception près. On a essayé le scrolling horizontal pour la première fois avec Krogyo no Arashi, mais ça ne fait pas le poids face à un bon vertical. En vertical, tout est clair. On voit d'un seul coup si on va se faire toucher ou non. Mais en horizontal, impossible de bien se rendre compte si on est sur la trajectoire d'une balle. Mushihime-sama, leur avant-dernière production avant Ibara, avait un petit quelque chose de plus, le choix du mode de difficulté, original, maniaque ou ultra. Ce dernier est déjà légendaire, tant il repousse les limites atteintes jusqu'à présent. Cette fois, on a changé de hardware pour fabriquer la carte qui contient le jeu. Ça nous a permis de faire apparaître encore plus de projectiles. On a profité du mode ultra pour voir jusqu'où on pourrait aller et franchement, on s'est bien lâché. Au niveau des capacités, on pouvait encore en rajouter un peu, mais bon, l'être humain a des limites quand même. On a designé le mode ultra à la toute fin du développement. On était déjà tous épuisés à ce moment-là. Et fabriquer tous les patterns de ce mode a failli nous rendre complètement fous. On ne se dit pas à l'avance, tiens, il faut que les tirs se déplacent comme ça. On tente des trucs et on voit ce que ça donne. Ça se passe souvent comme ça. Pour moi, les patterns de balles, c'est comme une énigme à résoudre. Quand un Danmaku est bien fait, il y a toujours moyen de s'en sortir. Par exemple, à tel moment, si on se déplace à tel endroit, ça change l'angle des tirs ennemis et hop, on peut passer comme ça. Il faut vraiment réfléchir pour trouver comment s'en sortir.
Ah, une petite seconde. Allô? Ok, super, on t'attend. Ok. Parmi les connaissances de Tommy, un certain SWY, super player, spécialiste du Danmaku, connu et reconnu. Sa réputation est même parvenue jusqu'aux oreilles de Cave. Il vient pour faire une petite démo de Ketsui sur la borne perso de Tommy, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de répondre à l'interview simultanément. À la base, moi j'aime jouer au point. Je suis donc ce qu'on appelle un scoreur. Bien sûr, si je tombe sur un jeu qui est déjà très dur à terminer, je vais commencer par essayer simplement de le finir en un crédit, sans m'occuper du score. C'est clair, il faut d'abord être capable de terminer un jeu avant de le jouer au score. Quand j'ai commencé à jouer à Dodonpachi, je voyais souvent un joueur qui était bien plus fort que moi. J'ai eu envie de le battre à tout prix. C'était une vraie obsession. Seul Dodonpachi m'a donné ce sentiment. On croit qu'on s'en sortira jamais, mais finalement, à force d'essayer, on finit par y arriver. C'est en continuant à m'accrocher, sans jamais abandonner, que j'ai pu améliorer ma technique à ce moment-là. Je me sentais vraiment progresser. Et pendant que le Danmaku séduit les core gamers en arcade, le grand public se laisse conquérir par les consoles 32 bits que sont la PlayStation ou la Sega Saturn. C'est l'arrivée de la 3D dans le shooting, un apport purement visuel, car dans la grande majorité des cas, le gameplay ne change pas par rapport à ce qu'on voyait en 2D. Même si les shootings se raréfient un peu, on peut encore trouver d'excellents jeux comme par exemple le fameux R-Type Delta, qui est un des meilleurs épisodes de la série. Mais c'est sur Sega Saturn que sortira en 1998 le shooting légendaire, celui que tout fan rêve de posséder un jour. Radiant Silver Gun, c'est l'extase, tout simplement. Un jeu touché par la grâce qui marie une réalisation incroyable à un gameplay et un level design diabolique. Certains disent de ce jeu qu'il comporte une idée toutes les 10 secondes et ce n'est même pas exagéré. Le studio Treasure a vraiment tout pigé au shooting. Ça marche super bien. Et le système est extrêmement complexe. Le jeu est d'une profondeur incroyable. Et puis les musiques sont géniales. Radiant Silver Gun, c'est 3 armes différentes que l'on peut combiner entre elles pour en faire encore 3 autres. C'est aussi la Radiant Sword qui permet de contrer les balles ennemies. C'est enfin une foule de détails pour scorer, comme le Scratch qui attribue des points lorsque l'on frôle un tir ennemi. Et en plus, dans ce jeu, il n'y avait pas de power-up à ramasser. Mais par contre, mieux on joue, plus les armes gagnent de l'expérience et plus le vaisseau devient puissant au final. Finalement, Radiant Silver Gun est plus qu'un shooting. Quelque part, c'est aussi à la fois un puzzle game et un RPG. Il se distingue aussi par un système de chain qui incite à détruire plusieurs ennemis de la même couleur à la suite en épargnant les autres. Et enfin, c'est le premier shooting à proposer un scénario aussi développé et aussi présent. Finalement, son seul défaut, c'est sa cote. Il est devenu tellement recherché qu'on le trouve rarement à moins de 180 €. Il n'a pas été produit à beaucoup d'exemplaires. Et quelques temps après sa sortie, les gens ont commencé à réaliser que Radiant Silver Gun était un jeu vraiment génial. Les fans de shooting game, évidemment. Mais aussi les joueurs normaux ont cherché à se le procurer. Mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et c'est pour ça que le prix n'arrête pas d'augmenter.